AJPI, Association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Sud Radio, parlons vrai. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Force de l'Engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Gisèle Ziglac, philosophe, politologue, autrice et fondatrice du Cercle des Subversives. Avec elle, engageons-nous pour la résistance, une force qui dérange mais qui change tout. Résister, un mot simple, un mot universel, qui évoque la force de dire non, de tenir debout quand tout pousse à se soumettre. La résistance n'est pas un slogan du passé, c'est une nécessité du présent. Résister, c'est dire non quand tout le monde se tait. C'est refuser l'ordre établi quand il fabrique de l'injustice. C'est porter une voix différente là où le silence arrange. Cette semaine, 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. La ministre de l'Éducation nationale a rappelé l'interdiction des téléphones portables. Derrière cette mesure, une question essentielle. Voulons-nous former des enfants libres de penser, capables d'imaginer, ou des enfants captifs de leurs écrans ? Refuser l'addiction numérique, c'est déjà un acte de résistance face à la dictature des logiques marchandes qui veulent coloniser les esprits. Résister, c'est aussi refuser la banalisation de la violence chez nos enfants. Quand des adolescents frappent, humilient, parfois même tuent un camarade de leur âge, la société doit se lever et dire non. Résister, c'est encore dire non au harcèlement scolaire qui enferme des milliers d'élèves dans la peur quotidienne. Résister, c'est tenir debout à l'hôpital quand les soignants manquent de tout. C'est lutter contre une pauvreté qui touche 10 millions de nos concitoyens, une pauvreté qui exclut, qui isole, qui empêche de rêver d'avenir. C'est refuser qu'une femme soit tuée tous les 3 jours sur les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. C'est rappeler que l'amour ne peut jamais être une prison, ni une sentence de mort. La résistance, c'est aussi dire non à l'antisémitisme qui gangrène notre pays. Parce que refuser la banalisation des discours de haine, défendre la dignité de chacun, sont des exigences de la République. En Afghanistan, les femmes sont effacées du monde, privées d'école, de travail, de lecture, de musique. Elles sont cloîtrées, emprisonnées, coupées de tout contact, de tout échange. Là-bas, résister, c'est lire un livre, franchir une porte, marcher dans la rue. Et dans toutes les guerres qui ravagent notre monde, ce sont toujours les femmes qui paient le prix le plus lourd. Viol comme arme de guerre, assassinat, exil forcé, survie au quotidien. Être résistant, être subversif, c'est refuser l'ordre imposé par la force, ne pas céder à l'effacement, inventer la dignité là où elle est niée. La résistance, la subversion sont les autres noms de l'engagement. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Sud Radio, parlons vrai. Bonjour Gisèle Ziglac, vous êtes docteur en philosophie politique, autrice de très nombreux ouvrages et fondatrice du Cercle des Subversives qui réunit de très nombreuses femmes engagées. Alors Gisèle, votre dernier livre s'appelle Subversive. Aujourd'hui, dans une société, est-ce encore un compliment d'être qualifiée de subversive ou est-ce devenu une insulte ? Merci beaucoup Muriel Réus pour cette invitation et pour cette question qui est tout à fait essentielle. Alors, je dirais que pour moi, être subversive, c'est un compliment. Pourquoi ? Tout simplement parce que la subversion, c'est l'art de faire le pas de côté, d'être, comme je le propose dans mon livre, là où on ne nous attend pas. Mais quand les femmes sont traitées de subversives, c'est rarement un compliment. Pourquoi ? Parce que quand les femmes sont traitées de subversives, ça signifie qu'elles arrêtent d'aller dans le sens où on voudrait qu'elles aillent. Vous savez, les chemins tout tracés. Et ce qu'on nous impose. Ce qu'on nous impose, être une bonne fille, causer, cocher... Ce que vous ni moi ne sommes. Mais non, bien sûr que non. Mais on a l'air d'eux, mais on ne l'est pas. Absolument. Et donc, c'est finalement souvent une insulte, parce que ça veut dire qu'on est quelque part rattrapé par la patrouille. On nous ramène là où on est censé être, selon des critères masculins, bien sûr, là où on est censé être en tant que femme. Donc, être subversive, c'est finalement faire le pas de côté, c'est s'autoriser un acte de liberté. Et ça ne veut pas dire forcément quelque chose qui va être confrontant. On peut être subversif de manière légère, de manière subtile, ou alors, bien sûr, comme vous l'avez rappelé, de manière plus opposée. Mais c'est vraiment faire ce pas de côté. C'est vraiment oser, finalement, j'allais dire, ne pas faire l'unanimité. Et oser être soi, et pour les femmes, ne pas être aimée, ne pas faire l'unanimité, c'est le contraire de l'éducation que l'on nous donne depuis des siècles, n'est-ce pas ? Oui, qui n'est pas tout à fait une éducation de liberté. Alors, si on regarde un peu du côté de l'histoire, ce sont souvent des femmes subversives qui ont ouvert des brèches dans le droit, dans la politique, dans les mœurs. Et pourquoi est-ce qu'on a autant de mal aujourd'hui à reconnaître leur rôle ? On a du mal à reconnaître leur rôle parce que notre société, la société culture, la société judéo-chrétienne, la civilisation
quel que soit le nom que l'on lui donne, a été fondé historiquement sur un processus qui exprime un rapport de force. Ce rapport de force, c'est la domination du genre masculin sur le genre féminin. On le sait très bien en grammaire, justement vous parliez de la rentrée, on le sait très bien que le masculin l'emporte toujours sur le féminin, mais pas simplement dans la syntaxe, dans l'ordre symbolique du monde, le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc dans ce processus historique où le masculin a un coefficient, ce que j'appelle un coefficient civilisationnel beaucoup plus important que le féminin, eh bien les femmes, la valeur des femmes est toujours moindre. Ce que font les femmes a toujours moins d'importance que ce que font les hommes. Donc cet état de fait que, eh bien, en tant que femme, il est toujours extrêmement difficile de s'affirmer. Il est toujours extrêmement compliqué d'aller contre un ordre établi. Et donc, ce processus historique, en réalité, n'est qu'un processus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que c'est un processus qui s'est fait et qui peut se déconstruire. Donc si les femmes qui ont ouvert des brèches dans l'histoire ne sont pas considérées comme finalement des grands hommes, et vous avez cité tout à l'heure, voilà, exactement, Elisabeth justement Borne qui pensait justement à renommer le fronton de l'Assemblée nationale ? Non. Du Sénat ? Non. Ah bon ? Du Panthéon, voilà, du Panthéon, voilà. Ah oui, absolument. Oui, absolument, pour faire le Panthéon, le Panthéon, parce qu'on dit toujours aux grands hommes la patrie reconnaissante, et aux hommes et aux femmes, et les femmes aussi ont fait l'histoire. Mais donc, dans ce processus historique, ce sont les hommes qui se sont accaparés ce que j'appelle l'extra-biologique. L'extra-biologique, c'est ce qui fait la société, c'est-à-dire l'institutionnel, le politique, le religieux, le symbolique, le savoir. Et donc, dans cette économie de l'organisation de la société, eh bien, les femmes rentrent dans des maisons dont elles n'ont pas été les architectes. Et donc, quand des femmes construisent et deviennent des architectes, eh bien, on leur dit qu'elles n'ont pas le droit, qu'elles ne sont pas légitimes, et on le sait très bien que ce ne sont pas de vrais leaders, qu'elles se prennent pour des hommes, que ce sont des femmes manquées. Donc, on va avoir toute une syntaxe qui va les ramener à un rôle mineur. Alors, justement, sur cette syntaxe, est-ce que, par exemple, vous pensez que l'écriture inclusive, la féminisation des métiers et l'écriture inclusive a amélioré les choses ou pas ? Qu'est-ce quoi votre opinion là-dessus ? Alors, sur l'écriture inclusive, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument considérer, mais il faut faciliter l'écriture inclusive, parce qu'il y a des écritures inclusives qui sont un peu complexes à mettre en place. La féminisation, par contre, la féminisation des noms, la féminisation des métiers, la féminisation des rues, la féminisation de l'espace public est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est dans cet espace public que nous créons la société, nous créons la civilisation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas que l'ordre, j'allais dire, la syntaxe, nous apprenne toujours que le masculin remporte sur le féminin. Donc, je crois qu'il faut avoir il ne faut pas tomber dans la tendance inverse. C'est-à-dire, on va se mettre justement à tout féminiser, etc. Il faut trouver un équilibre où parfois, si dans une phrase, il y a un groupe féminin plus important qu'un seul homme ou une entité masculine, on va dire, eh bien, c'est normal que à ce moment-là, toute la phrase s'accorde, au genre le plus nombreux. Ça, c'est de l'intelligence. Mais quand on a, par exemple, tout un groupe dans une phrase, et puis de femmes, et parce qu'il y a simplement un nom masculin, on va tout mettre au masculin, quelque part, inconsciemment, on se dit qu'il suffit d'un homme pour effacer toutes les femmes. Oui, tout est question d'équilibre, on est bien d'accord. Tout est question d'équilibre, mais c'est ce qu'on apprend aux petites filles. On apprend l'effacement. Les petites filles dans les cours sont périphériques. On leur apprend l'effacement, on leur apprend à zoner. Est-ce qu'on leur apprend l'effacement ou est-ce qu'elles s'effacent d'elles-mêmes ? Parce qu'à l'école, elles s'effacent aussi un peu d'elles-mêmes en se mettant en périphérie. Ou est-ce que c'est la pression des garçons qui est trop forte ? Ce qui est très important de comprendre, c'est que dans ce processus historique, l'éducation n'est qu'une programmation. L'éducation est une programmation sociale et culturelle. Et là où les hommes sont très intelligents, c'est qu'ils ont fait croire aux femmes que la culture, c'est de la nature. On n'a toujours pas le gène du fer à repasser, je crois. Donc ça vient à la fois de l'éducation, j'allais dire l'éducation ça, au sens très large, avec un grand E, c'est-à-dire tout ce que les médias nous donnent, tout ce que les livres nous donnent, et ça vient aussi de l'éducation que l'on reçoit dans son cercle familial, et c'est très compliqué, parce qu'on sait très bien qu'on veut protéger, préserver ses enfants, alors quand on a un petit garçon, par exemple, moi je suis la mère d'une fille et d'un garçon, mais quand on a un petit garçon qui veut jouer à la poupée, mais qu'on a les amis qui ont des fils ou que ses camarades d'école commencent justement à le mettre de côté, commencent à le harceler
harcelé pour ça. C'est très difficile, on veut protéger ses enfants. Donc c'est une question qui n'est pas simple, parce que la pression, elle vient de partout, elle vient de la famille, elle vient de l'éducation, elle vient des amis, elle vient de tous les cercles sociaux. Donc c'est un écosystème qu'il faut changer. Dans cette interview, dans votre livre, Gisèle, vous parlez de rapt civilisationnel. Dans un instant, vous allez nous dire ce que ça signifie et nous verrons comment cette notion résonne tragiquement avec l'Afghanistan, un sujet qui vous touche particulièrement. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Sud Radio, parlons vrai. Donner la parole à ceux et celles qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est dans la force de l'engagement. Aujourd'hui, nous nous engageons pour la résistance, pour la subversion avec Gisèle Ziglac, philosophe, politologue et autrice. Alors Gisèle, c'est quoi ce rapt que vous décrivez dans votre ouvrage Subversive ? Alors le rapt civilisationnel, c'est le fait que historiquement, les hommes ont volé tout simplement la civilisation et la société aux femmes. Waouh, c'est fort ça. Oui, c'est fort, mais c'est un processus, c'est fort. Et j'allais dire, ils l'ont volé mine de rien. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont volé ? En tant qu'être humain, nous sommes pris entre, on le sait bien, la nature et la culture. Et les hommes se sont accaparés tout ce qui forme la société, ce qui forme la civilisation, comme on l'a dit précédemment, c'est-à-dire les institutions politiques, la culture, le symbolique, le culturel et même l'imaginaire à travers l'art. Et l'exemple de ça, c'est tout simplement que les références dans notre société sont masculines, que les hommes avec un petit H ont réussi à représenter l'humanité avec un grand H. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est paradoxal, parce que sans les femmes, les hommes n'existeraient pas. Et ce sont pourtant eux qui représentent l'humanité avec un grand H, alors que le mot femme vient du mot femelle et épouse. Donc nous sommes toujours des instruments, enfin des objets ou des individus périphériques. Donc ce vol de la société, c'est quelque chose qui a été un peu passé sous silence, qui a été bien sûr dénoncé aussi énormément à travers l'histoire, toutes les grandes féministes. Mais il est très important de prendre conscience que c'est juste un processus et que c'est quelque chose que l'on peut déconstruire et inverser. Et on peut construire, les hommes et les femmes ont intérêt aujourd'hui à construire une société et à faire civilisation, c'est-à-dire une société qui soit humaniste, inclusif, égalitaire et universelle. C'est-à-dire dépasser un rapport de force entre les hommes et les femmes qui n'existe pas par nature, mais qui n'existe que par la culture et qui a été imposé par les hommes. Alors tout cela, c'est bien sûr l'inverse de ce qui se passe en Afghanistan. L'Afghanistan qui est un sujet important pour vous. Est-ce que c'est l'illustration la plus tragique de ce que vous décrivez ? Oui, c'est l'illustration pour moi la plus tragique puisqu'on efface les femmes. Les femmes n'appartiennent plus au monde, n'appartiennent plus à la société, ne sont plus des sujets de droit. Les femmes, on les met dans la domus. Et le mot domus, qui veut dire la maison, a donné le mot domestication. Donc on enferme les femmes dans la sphère du privé. Elles n'ont plus accès au monde, elles n'ont plus accès à la société, elles ne peuvent plus faire partie ni contribuer à la civilisation. On les empêche de parler entre elles, donc on empêche la sororité, on empêche l'amitié. On les empêche maintenant, il est question qu'elles aient un œil caché, oui, comme ça. Voilà, c'est quand même incroyable parce qu'ils ont dit qu'un seul œil suffisait pour pouvoir se repérer dans la rue. Quand elles sont chez elles, il ne faut pas qu'on les voie depuis la fenêtre. Et à partir de janvier 2026, leur photo sera interdite sur les cartes d'identité. Donc ça veut dire qu'il y a un effacement. C'est un apartheid de genre. Ouais, complètement. C'est un apartheid. Le pire des apartheids. C'est le pire des apartheids parce que c'est une mort vivante. Enfin, on les enferme, on les ensevelit vivantes. Et en plus, il y a une espèce de paradoxe, elles ne peuvent plus se soigner, puisqu'elles ne peuvent plus faire des études. Or, les femmes ne peuvent plus être femmes médecins. Or, comme les femmes ne peuvent être soignées que par des femmes médecins, eh bien, on les condamne à mourir. En tant que philosophe, vous alertez aussi sur la montée des autoritarismes, la perte de démocratie, ce que vous appelez même la perte de l'espace commun. D'après vous, quels sont chez nous, revenons en France, les signes les plus inquiétants ? Alors, les signes les plus inquiétants de la disparition, et j'allais dire de ce délitement de l'espace commun, qui est un concept qui est très intéressant, qui a été créé par Hannah Arendt quand elle a étudié les totalitarismes après la Seconde Guerre mondiale. Elle disait que les êtres humains apparaissent dans des sociétés, sont visibles et dans l'espace commun. Et cet espace commun doit être organisé pour faire une société. Eh bien, dans notre société française, je pense que le pire des signaux, enfin les signaux les plus manifestes, c'est l'apparition de tous les extrémismes.
alors qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient même religieux, on en voit de ci, de là. C'est une sorte de polarisation du monde, de l'apparition des extrémismes, et avec une tentation un peu autocratique que l'on peut voir en France, et qui arrive tout doucement, même pas tout doucement, même violemment des États-Unis. Quand on voit aux États-Unis ce qui se passe avec Trump, c'est un petit peu quand même, c'est un peu le laboratoire de la démocratie, ce qui se passe aux États-Unis. Il y a quand même des fortes logiques autocratiques aux États-Unis, que l'on retrouve un peu larvées dans un monde qui est totalement polarisé en France. Il y a c'est l'individualisation poussée à son extrême, une polarisation, on ne peut plus s'exprimer. Il y a à la fois une sorte de mouvement contraire, c'est-à-dire que les minorités prennent le pas, ils vont s'exprimer, mais c'est souvent au détriment d'un bien commun, et en même temps, ces minorités, un certain nombre d'autres minorités vont perdre leurs droits fondamentaux. Donc il y a une espèce de double mouvement qui est complexe, et c'est pas facile, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace commun s'effondre. Il n'y a pas de projet politique derrière. Il n'y a pas de grand projet politique, on le voit bien, les difficultés institutionnelles de notre pays. Pourquoi on en est là? Parce qu'il n'y a pas de vision politique. Il n'y a pas de vision politique, de grands projets politiques au sens philosophique du terme, le bien commun, la cité, créer quelque chose, l'espace du vivre ensemble. Et ça crée des effondrements idéologiques. Ces effondrements idéologiques créent du vide. Et dans ce vide, qu'est-ce qu'apparaissent les extrêmes? Et cet effondrement dont vous parlez, lié à cet autocratisme, à ce conservatisme réactionnaire, est-ce que vous avez le sentiment que tout ce discours-là séduit aussi les jeunes générations? Comment les jeunes générations se débrouillent-elles avec ça? Particulièrement, et c'est tout à fait compréhensible, parce que les jeunes générations sont beaucoup plus vulnérables. Sont beaucoup plus vulnérables parce qu'elles sont biberonnées aux réseaux sociaux, c'est-à-dire à tout et à son contraire dès la naissance. Et donc l'éveil, la pratique de l'esprit critique est beaucoup plus difficile, et que les êtres humains ne peuvent pas grandir sans référence. On ne peut pas grandir sans modèle, on ne peut pas grandir sans aspiration, on ne peut pas grandir sans idéaux, avec quelque chose qui fasse du sens, qui nous donne envie de se lever, qui nous donne envie de construire l'humanité, qui nous donne envie de contribuer. Et on le voit d'ailleurs, on dit toujours, oui, la nouvelle génération cherche du sens dans les entreprises, cherche du sens partout, mais en réalité, c'est pas que la nouvelle génération, mais ce sont les êtres humains. Et pourquoi ça touche particulièrement la nouvelle génération? Parce qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet collectif et politique. Donc il n'y a pas de dimension, matérielle, politique, culturelle du politique. Et donc, cet effondrement-là va faire que, c'est très facile de prendre la place et d'être attiré par les extrêmes. Les extrêmes sont faciles à comprendre. Oui, et elles sont attractives parce que ce sont des mots simples. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de nuancer le monde. On ne se confronte pas à ce qui va nous challenger, c'est-à-dire l'altérité, quelqu'un qui n'est pas comme nous. C'est la recherche de tous les boucs émissaires, que ce soit par exemple l'autre genre, que ce soit les immigrés, que ce soit ça peut être aussi, une population avec une culture religieuse particulière. On va rechercher le bouc émissaire, on va rechercher l'étranger, on va rechercher la difficulté que l'on n'arrive pas à penser. En fait, c'est une sorte d'impensée politique et sociétale. Et donc, ça laisse la place à tous les extrêmes. Alors, essayons d'être un petit peu positifs. Bien sûr, mais je suis. On ne peut pas grandir non plus sans imagination. C'est ce que vous dites. L'imagination, c'est un moteur. Vous dites aussi que l'imagination, c'est l'architecte de la subversion, une force capable de transformer le réel. Alors, comment on met ça en place? Est-ce que cette imagination, c'est vraiment un moteur d'émancipation? Oui, c'est totalement un moteur d'émancipation, et c'est ce qui nous manque dans nos sociétés. Ce qui nous manque dans notre société, c'est l'ennui. C'est l'ennui, c'est la déconnexion, c'est arrêter de digérer toutes les images justement prédigérées du monde, et penser que les images prédigérées qu'on reçoit partout, mais en flux continu, c'est ça la réalité, et que c'est la seule réalité possible. Mais pour pouvoir penser que ce n'est pas la seule réalité possible, il faut avoir de l'espace pour l'inventer. Et cet espace, il faut se le donner à travers la déconnexion, à travers la curiosité, aller lire un livre, aller rencontrer quelqu'un que l'on ne rencontrerait pas habituellement dans sa journée, accepter d'avoir, l'esprit qui fait un peu l'école buissonnière. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit qui fait l'école buissonnière? C'est l'esprit qui va prendre des chemins inhabituels et inusités, qui ne sont pas prémâchés, prédigérés, et qui ne font pas croire que ce qu'on nous présente, c'est ça la réalité. Et ça demande de l'audace, ça demande de pas de côté, ça demande de la liberté, ça demande d'avoir finalement un espace libre. Quand je dis un espace vide, c'est parce que c'est un espace libre. Et cette liberté-là, on ne l'a plus. Alors, est-ce qu'on a... on n'a plus de liberté, bon, très bien. Non, mais cette liberté, ce temps de liberté, là. Ce temps de liberté, là, je précise là, c'est-à-dire
la possibilité de penser le monde en dehors de tous les flux qui nous arrivent en permanence. Est-ce qu'il ne nous manque pas aussi un peu plus de solitude et un peu plus de sororité? Vous diriez quoi, vous, sur la sororité dont on a terriblement parlé terriblement beaucoup parlé ces derniers temps? Est-ce que les femmes, au vu de l'effacement dont vous parlez tout à l'heure, est-ce que les femmes sont assez sorores entre elles? Non, pas assez. Les femmes ne sont pas assez sorores, mais ça s'explique de manière historique, c'est-à-dire que les femmes n'ont jamais eu finalement la possibilité, de par la construction de ce processus inégalitaire et ce rapport de force entre les hommes et les femmes, n'ont jamais eu la possibilité de faire communauté. Pendant des siècles, l'accès finalement au statut de sujet de droit ou l'accès à une meilleure vie passait par les hommes. Le mariage, le travail. C'est quand même assez récent qu'on puisse, on parlait de la France, on puisse quand même avoir totalement l'autonomie financière, l'autonomie économique, et encore, c'est pas toujours vrai, mais on n'est plus obligé aujourd'hui de passer par les hommes. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, si on regarde l'histoire, on regarde des siècles. Et on a encore, j'allais dire, des traces aussi des réflexes de notre histoire, et on a aussi les injonctions, des stéréotypes qui sont quand même très forts, dont on parlait tout à l'heure. Alors, on conseille quoi à ces femmes aujourd'hui? On leur dit quoi? On leur dit quand même par exemple, petite fille, on leur dit quand même qu'être belle, être gentille, être au service des autres, ça reste quand même la norme. Hein. Donc, c'est ce paradoxe-là. Et donc, il faut que les femmes apprennent à faire communauté, c'est-à-dire la solidarité. Et à rejoindre le cercle des subversives. À rejoindre bien sûr le cercle des subversives, à être des subversives, Muriel, exactement. Je suis fière que tu fasses partie du cercle des subversives, très heureuse. À être subversive, c'est-à-dire à aller parfois soutenir une femme. On n'est pas obligé d'être ami avec. Mais faire la courte échelle à une femme dans une entreprise, dans une organisation, dans une institution, de dire à la fille qui est à côté, je veux dire la femme d'à côté ou la fille qui est à côté, qu'elle n'a pas besoin de se justifier, qu'elle est suffisante, qu'elle n'a pas besoin de croire que son identité, c'est dans sa plastique, qu'elle n'a pas besoin de se soumettre ni aux hommes, ni aux femmes qui parlent la langue des hommes. Bon, eh bien, on pourrait continuer cette interview très longtemps. Merci Gisèle. Avec grand plaisir, pour ces Muriel. propos très intéressants. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche dans La Force de l'Engagement. Votre dernier livre, Subversive, ou L'art subtil de n'être jamais là où on vous attend, est publié aux éditions Pajot. Votre podcast Subversive est également disponible sur toutes les plateformes. La Force de l'Engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et dans un instant, je vous laisse en compagnie d'Anthony Martin-Smith pour Faut que ça change, et qui va vous parler de la rentrée chargée des personnes en situation de handicap. Merci Muriel. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Sud Radio, parlons vrai. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.